Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans le décryptage des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré à la trésorerie d'entreprise. Comment placer sa trésorerie d'entreprise? Quel choix d'investissement avec une trésorerie d'entreprise? Nous en parlerons dans la première partie de l'émission avec Maxime Lartigou, le directeur associé de Novalia Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché action. Que proposer à des clients qui veulent de la performance mais qui souhaitent rester en Europe uniquement? C'est une question, un défi que nous poserons à Michael Nizar, directeur des gestions multi-assets et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management, mais aussi à Nour Bendiremed, le directeur des investissements de Ivesta Family Office. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, on restera sur une thématique donc proche des marchés actions. Dans l'œil de l'expert, nous ferons le point avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavi.fr, sur la façon de protéger son portefeuille avec des ETF. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment placer sa trésorerie d'entreprise? Voilà le sujet qui va à présent nous animer. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Lartigou. Bonjour Maxime Lartigou. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé chez Novalia Patrimoine. Pourquoi se poser la question d'investir sa trésorerie ou en tout cas son excédent de trésorerie? Et après, la question qui va nous animer, c'est sur quoi on place sa trésorerie, Maxime Lartigou. Exactement. Je lisais une étude juste avant de venir sur le plateau qui nous indique qu'il y a 77% des chefs d'entreprise qui ne placent pas leur trésorerie, qui la laissent sur leur compte courant. C'est énorme, alors qu'il y a une volonté de faire, parce que dans la même étude, 7 chefs d'entreprise sur 10 nous indiquent vouloir placer cet excédent de trésorerie. D'accord. Et alors pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont peur de ne pas avoir des placements suffisamment liquides au cas où l'entreprise aurait un coup dur, par exemple? Exactement, c'est souvent peut-être par méconnaissance, peut-être par peur. Puis aussi, il faut se poser les bonnes questions. C'est souvent la question qui implique la réponse. Bien sûr. Donc sur le placement de trésorerie, il y a deux avantages. Déjà, vous avez une augmentation évidemment de la rentabilité de l'entreprise et en cas de coup dur, une meilleure résilience. Bien sûr. Également. Si on parle d'augmentation de rentabilité, j'imagine qu'on va quand même chercher des placements sûrs et liquides. Quand on parle de trésorerie d'entreprise, on ne va pas prendre des risques démesurés avec ce qui pourrait permettre de payer les salaires de l'entreprise. Exactement. En fait, si vous voulez, vous avez, à mon sens, trois couches de placement de trésorerie. La trésorerie vitale, entre 0 et 12 mois, c'est vraiment c'est le BFR, le besoin en fonds de roulement, les dettes, les salaires. D'accord. La trésorerie de confort, là, on va être entre 1 et 3 ans, 5 suivant le type d'entreprise. On va pouvoir aller chercher peut-être un peu plus de long terme, pas forcément de risque, mais peut-être un peu plus de long terme. Et l'excédent structurel de trésorerie, alors là, sur l'excédent structurel, on est à plus de 5 ans, et là, on va pouvoir aller prendre plus de risques. D'accord, mais on place les trois? Pour moi, oui. Oui, même la trésorerie vitale, on peut la placer même à sur des placements très sûrs, entre guillemets, mais on peut la placer selon vous? Tout à fait, sur des comptes rémunérés, sur des comptes à terme, potentiellement à liquidité quotidienne. On prend aucun risque dessus, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est le petit regain de rendement qui peut être intéressant. Concrètement, j'imagine qu'on n'ouvre pas un compte titre avec la société. Comment on structure le placement de sa trésorerie ou de son excédent de trésorerie? Encore une fois, tout dépend évidemment de la durée et de l'horizon de temps. Sur du court terme, là on va évidemment sur les comptes à terme, etc. Sur une trésorerie vraiment avec un excédent structurel, encore une fois, là vous pouvez ouvrir un compte titre personne morale. D'accord. Mais via l'entreprise ou ça passe par une holding Alors c'est ça, le gros intérêt, c'est que l'entreprise, évidemment, vous avez un risque tout en un. D'accord. C'est votre société d'exploitation. Votre société d'exploitation peut avoir des risques fiscaux, peut avoir des risques de créances clients, etc., etc. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'avoir une holding patrimoniale, c'est très à la mode en ce moment. Bien sûr. La loi de finances, ce que font les grands groupes. Une holding patrimoniale au-dessus, qui est propriétaire de l'entreprise. Vous avez une remontée de dividendes de cette trésorerie excédentaire. D'accord. Avec le régime Murphy, donc avec une fiscalité qui est en plus grandement allégée au niveau de la holding patrimoniale. Et au sein de cette holding patrimoniale, là, on va pouvoir avoir tout l'éventail de placements et d'investissements en investissement de trésorerie que vous connaissez. Et aussi, pour le chef d'entreprise, éventuellement une dimension de transmission, de succession. Attention quand même des points de vigilance. Là, il faut respecter la frontière entre le patrimoine
personnel Bien et sûr. le patrimoine professionnel, Oui. sinon c'est de l'abus de Bien sûr. Et il faut que la trésorerie soit quand même assez importante parce qu'il y a des doubles coûts de structure, hein. Vous avez des doubles coûts juridiques, des doubles coûts de comptabilité, etc. etc. Oui, parce qu'il faut différencier des dividendes qu'on ferait remonter à une holding, par exemple, d'une trésorerie qui appartient à la société d'exploitation, qu'on place, mais qui reste in fine propriété de la société d'exploitation. Exactement, et c'est toute la différence entre la trésorerie vitale, le court terme, vraiment la trésorerie d'entreprise, et l'excédent, ce que j'appelle l'excédent structurel, hein, encore une fois, à plus de 5 ans, où là il y a un vrai investissement. Là on passe par des comptes titres avec la fiscalité que vous connaissez, l'impôt sur les sociétés, ou des contrats de capitalisation de personnes morales. Quand on place de la trésorerie d'entreprise, alors je prends le cas par exemple de la trésorerie non vitale, donc ce que vous appelez l'excédent de trésorerie, est-ce qu'on peut aller sur du private equity, des actions, des produits structurés, donc des produits plus risqués quelque part que pourrait choisir un investisseur qui a investi sur le très long terme par exemple? À partir du moment où c'est de la trésorerie long terme, évidemment là on va pouvoir avoir toute la palette d'investissements plus ou moins risqués, hein. Le but c'est de structurer ça, mais on va pouvoir avoir une vraie stratégie d'investissement. Pourquoi pas même avoir une SCI qui descende sur la holding patrimoniale, avoir une stratégie immobilière aussi. Encore une fois, il faut par contre bien veiller à l'aspect fiscalité, parce que l'aspect fiscalité n'est pas le même qu'un particulier, hein, Ouais, bien sûr. évidemment. Je rappelle, sur un compte titre, tout ce qui est dividendes, revenus, plus-value, c'est l'impôt sur les sociétés. Attention, il y a une fiscalité de la plus-value latente. Les gens ne le savent pas forcément, sur les OPCVM et les ETF. D'accord. Vous avez la mode en ce moment. Bien sûr. Vous avez une fiscalité sur la plus-value latente en ETF. Et sur un contrat de capitalisation, là c'est un contrat assurantiel, sauf qu'il y a une fiscalité qui est un petit peu difficile à comprendre. Vous avez une fiscalité sur un rendement théorique. Ce rendement théorique, c'est 105% du TME, c'est le taux moyen d'emprunt de l'État. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est à l'ouverture du contrat, actuellement, vous avez 3,68% du contrat qui va être fiscalisé chaque année. D'accord. Et ce, dès l'ouverture. Dès l'ouverture et à la date d'ouverture. Si demain les taux baissent, vous aurez toujours la même fiscalité. Donc faut bien appréhender tout ça avec les frais de gestion liés évidemment au contrat de capitalisation, hein, comme c'est un contrat assurantiel. Donc il faut quand même peser le pour et le contre de ces différents types de placements, comme un particulier. Rapidement, on parle donc d'optimisation de sa trésorerie pour des entreprises qui sont exposées à l'international. Est-ce qu'il faut intégrer peut-être un risque de devise ou se couvrir justement sur le risque de devise de la société d'exploitation? Exactement. Si vous voulez, vous avez de plus en plus de sociétés maintenant qui soit exportent à l'international, soit achètent. Bien sûr. Ça peut être aussi l'achat via des GAFAM en dollars, etc. Et on subit son taux de change. Alors, complètement. Vous avez le taux de change du jour, vous le subissez, vous avez les frais qui vont avec. Ça peut totalement rentrer dans une stratégie globale de trésorerie où vous avez une poche en dollars, vous avez une poche en francs suisses, vous avez une poche en livres, etc., etc. Et cette poche stratégique, vous allez entre guillemets jouer avec aussi. Vous allez plus subir le taux, vous allez jouer avec. Je prends une poche en dollars, les taux d'intérêt actuellement, hein, pour l'instant les taux d'intérêt de la Fed sont élevés. Bien sûr. Donc les taux d'intérêt sans risque en dollars sont 50 fois plus élevés que les taux en euros. Donc on peut aussi placer le dollar pour avoir ce placement sans risque. Merci Maxime Lartigout de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine pour nous décrypter un petit peu les questions qui existent autour du placement de sa trésorerie. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Novalia Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine autour d'une question qui concerne les marchés actions. Que proposer aux clients qui veulent de la performance, bien sûr, mais qui souhaitent uniquement rester en Europe dans leurs investissements? Cette question, nous allons la poser à deux experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Michael Nizar. Bonjour Michael Nizar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des gestions multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Nous avons le plaisir d'accueillir également Nour Bendimered. Bonjour Nour Bendimered. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Ivesta Family Office. On va commencer avec vous, Michael Nizar. Avant que vous nous expliquiez comment on fait quand on a ce type de questions, ça revient souvent, cette volonté de rester en Europe dans un contexte où les marchés mondiaux regardent quand même beaucoup la thématique de l'intelligence artificielle qui se joue aux États-Unis. Vous le voyez, vous, cette recherche de souveraineté dans les demandes de vos clients? Oui, complètement. En fait, on voit vraiment le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce changement de paradigme, vous avez finalement 4 traits importants. Le premier trait, c'est les déficits permanents avec un interventionnisme des États
qui effectivement est très important, et on le retrouve des deux côtés de l'Atlantique, en Europe, aux États-Unis. On retrouve le deuxième D, c'est la déglobalisation, avec finalement l'inflexion dans le commerce mondial, plus les deux autres D qui sont un petit peu plus longs, la décarbonation avec l'électrification liée à l'IA notamment, et puis la démographie, qui est un sujet plus long terme. Donc l'Europe est au centre finalement de cet interventionnisme de l'État plus important, et effectivement avec la défense et bien d'autres sujets dont on parlera. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut aller chercher de la performance en restant uniquement en Europe, c'est possible? Oui, et surtout que en fait la leçon de cette année, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on voit finalement l'Europe surperformer les États-Unis, que ce soit en devise locale ou finalement directement en euros. Et ça, c'est peut-être le commencement d'une nouvelle période. Donc 2025, c'est peut-être, selon nous en tout cas, on le pense, le début finalement d'un broadening, c'est-à-dire finalement une inclusion en termes de performance qui n'est pas liée simplement finalement aux États-Unis, mais finalement aller chercher de la performance en dehors des US. Ça a été payant cette année, alors principalement au premier trimestre, bien sûr, mais ça le sera selon nous en 2026 et 2027. Nour Bendimered, même question. Ça veut dire que, alors, il peut y avoir la volonté des clients de dire, je préfère rester en Europe. Où est-ce que vous pouvez trouver de la performance? Mais il y a aussi la réponse qui peut être de dire, de toute façon, finalement, vu qu'il y a une surperformance des marchés européens, effectivement, qu'on a beaucoup vu en début d'année, mais qui pourrait revenir, quelque part, c'est aussi une stratégie de rester en Europe en matière d'investissement. Alors déjà, en termes de problématique client, on a des besoins peut-être un peu différents. Nos clients sont principalement des entrepreneurs qui ont donc le gros de leur activité, soit en France, soit en Europe. Donc nous, notre enjeu, c'est aussi de diversifier leur patrimoine via des investissements plutôt internationaux. D'accord. Donc on va essayer quand même de décentrer, de déconcentrer leur patrimoine de leur business réel. D'accord. Oui. Le gros de leur activité, de leur patrimoine, seulement leurs entreprises qui sont très locales. Donc plutôt, nous, on va chercher à diversifier via des expositions internationales. D'accord. Après, il s'avère effectivement que l'Europe a surperformé en début d'année. La surperformance est quand même effacée depuis l'été. Les marchés américains, notamment avec le rallye sur le Nasdaq et sur la tech plus globalement, sont repassés devant l'Europe. Mais il y a quand même des segments, des gisements, notamment sur les small et mid cap, où il y a des réserves de performance très très fortes. Quand on regarde du côté des large cap, les valeurs très grosses, internationales, notamment le CAC 40 par exemple. C'est sûr. Les perspectives de croissance sont relativement molles pour l'année prochaine. D'accord. Si on regarde le MSCI Europe, on attend autour de 6-7% de croissance pour 2026, à comparer à 15% pour le S&P, 25% pour le Nasdaq, donc un décalage en termes de croissance bénéficiaire, donc vraiment de croissance des bénéfices pour l'année prochaine, qui est très fort. Par contre, toujours en Europe, quand on descend en termes de taille de capitalisation, sur les petites et moyennes valeurs, là, on a des croissances attendues qui sont beaucoup plus fortes. Donc, performance en Europe, ça veut dire aller sur les small et mid, selon vous, si selon, effectivement, et notamment pour une raison très simple, c'est que ces valeurs-là sont plus domestiques. D'accord. Donc, si on veut jouer un rattrapage, un rebond de la croissance économique européenne, les valeurs de small et mid cap sont plus locales, plus domestiques et donc naturellement plus exposées à un rebond de l'économie européenne. On partage totalement effectivement ce point de vue. Notre opinion sur la manière d'investir en fait en 2026 justement en Europe, c'est non seulement d'aller chercher de la croissance et en fait un levier macroéconomique, mais aussi d'aller chercher finalement une meilleure protection face à une instabilité en termes géopolitiques sur les tarifs. Bien sûr. Même si effectivement on peut imaginer qu'après le drame qu'on a connu notamment sur le Liberation Day en avril, on risque d'avoir une meilleure visibilité. Mais les small caps, oui, il peut y avoir que des meilleures nouvelles qui peuvent arriver sur le sujet des tarifs. Oui. Mais en fait, vous avez quand même le sujet de la divergence des banques centrales et notamment sur l'euro-dollar. Complètement. On a vu en fait un dollar fortement baissé sur les premiers mois de l'année. Ça commence un petit peu à se tarir en termes de tendance, mais il nous semble en fait que l'euro-dollar pourrait encore aller chercher les 1,20, 1,22. Et c'est là en fait où vous allez chercher une meilleure résilience à ce contexte d'instabilité sur le change, avec finalement une réappréciation assez forte de l'euro. Et donc les small caps sont à ce titre-là un très bon outil pour aller chercher de la performance sans avoir finalement le risque de change lié aux valeurs exportatrices en fait. Avant d'aller peut-être un petit peu plus dans les secteurs ou dans les thématiques au sein des small et mid, les déficits budgétaires, les discussions budgétaires en Europe sont de nature à avoir un impact sur la performance des small et mid, peut-être Nour Bendimered? Alors c'est un sujet étant donné que les small et mid cap sont des valeurs très endettées et donc très liées à la politique monétaire.
Donc effectivement, si le sujet des déficits peut être amené à impacter les tendances sur les taux, ça peut être de nature à ralentir le rebond des small et mid cap. D'accord. Il s'avère les discussions à l'Assemblée nationale sur cette fin d'année, par exemple, peuvent avoir un impact sur les performances de janvier-février ou pas? En termes de confiance, effectivement, donc ça Oui. peut ralentir la confiance des investisseurs, des consommateurs, et donc pénaliser la thématique. Néanmoins, on pense quand même que le plus dur est quand même derrière nous, que ce soit sur la politique, au niveau politique globalement, mais également sur le plan de la politique monétaire. On va quand même continuer à avoir des baisses de taux, 1 à 2 baisses de taux probablement supplémentaires du côté de la BCE, même si pour l'instant le discours est quand même plutôt prudent du côté de la Banque centrale. Mais globalement, l'essentiel des tensions, que ce soit économique, politique ou en termes de politique monétaire, est quand même derrière nous. Donc on voit plutôt un horizon se dégager et donc des perspectives de performance assez saines. Michael Nizard, même question. Quand on parle, je prends exprès l'exemple du budget en France pour 2026. Quand on pose cette question sur les marchés actions au global, la réponse est souvent de dire bon, le scénario est connu, ça n'a pas d'impact sur les marchés actions. Quand on parle des small et mid françaises, est-ce que là, du coup, il faut regarder ça un peu plus précisément dans un contexte d'investissement uniquement sur le marché européen? Oui, vous avez raison. Quand on investit notamment sur le marché français, c'est important d'avoir effectivement le contexte vraiment macroéconomique français. Néanmoins, je dirais deux choses. Premièrement, la France aujourd'hui n'est plus un phénomène macro. Quand on voit en fait ce qui s'est passé dans l'élargissement de l'écart de taux entre l'Allemagne et la France, finalement, il n'y a eu aucune incidence, diffusion, contagion, que ce soit sectoriellement sur les bancaires ou géographiquement sur l'Italie, l'Espagne, loin de là. Deuxièmement, quand vous regardez finalement comment sont construits les bénéfices, notamment sur le CAC et les valeurs françaises, et encore plus en tout cas sur les valeurs françaises, on voit clairement que finalement elles ont une résilience quand même très très importante parce que effectivement elles arrivent à réaliser une partie de leurs chiffres à l'extérieur. Et même les small et mid. Alors justement, sur les small et mid, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait elles sont beaucoup moins sensibles aux facteurs de change, et c'est ça qui a pu pénaliser sur les 6 derniers mois finalement les grandes valeurs. Donc bien sûr il y a ce facteur, ce contexte économique, plutôt politique, budgétaire, qui peut effectivement rejaillir un petit peu sur le sentiment de marché, mais aujourd'hui les small et mid en fait européennes, c'est davantage lié finalement au leadership de l'Allemagne. Quand vous voyez finalement le changement de leadership avec finalement ce choc de confiance qu'on a eu notamment avec Monsieur Merz, on pense vraiment que finalement l'implémentation et l'effet d'entraînement qu'on aura de ce choc de confiance avec finalement une mesure et des relances budgétaires assez importantes en Allemagne, ça devrait rejaillir sur l'ensemble du dispositif et aussi sur la thématique et l'appétit pour le risque, notamment sur la défense. Marché action que proposer aux clients qui veulent de la performance, mais uniquement en Europe. La réponse, du coup, c'est small et mid en Allemagne, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ressortent, je ne sais pas, la défense, la pharma ou autre? Alors, c'est vraiment européen parce que globalement, vous voyez, l'Espagne, l'Italie s'en sortent particulièrement bien. Le MDAX, c'est-à-dire en fait les small et mid allemandes, c'est plutôt une opportunité parce que finalement, on voit qu'en fait, elles sont un petit peu en retrait. Mais globalement, acheter un fonds justement small mid européenne ou de la zone euro, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour diversifier son risque, mais avec cette thématique d'avoir un État aujourd'hui qui est beaucoup plus souverain avec une souveraineté industrielle qui est retrouvée, et cette volonté, ce volontarisme économique qui va se retrouver plus sur les small et mid. Et surtout, c'est qu'en fait, quand vous regardez par rapport à la volatilité, finalement, la rémunération du risque, cette année en tout cas, est bien meilleure que les années précédentes. Et il y en a encore devant nous quand on voit la décote historique qu'on a sur les small et mid. Nour Bendimered, il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, qu'il faut regarder de près en Europe quand on veut chercher de la performance. On a beaucoup parlé de défense ou de souveraineté. C'est une thématique qui reste à l'ordre du jour en fin d'année 2025 ? Qui reste très importante, notamment liée, ça devrait être la thématique gagnante très clairement avec l'industrie, les thématiques qui devraient profiter le plus largement des plans de relance que vous venez d'évoquer, qui sont implémenté en grande partie par l'Allemagne, mais plus globalement par la Commission européenne et par les différents gouvernements au niveau européen. Donc garder une exposition géographiquement très diversifiée et sectoriellement très orientée sur l'industrie, un peu moins sur la consommation, parce qu'on a quand même des sujets de ralentissement de la consommation, mais plutôt orienté B2B au sens large. Donc probablement effectivement la défense qui devrait rester un sujet, même si on a eu un rallye très très fort, on commence à avoir quelques prises de bénéfices, mais il reste des valeurs très intéressantes sur le sujet.
et l'industrie au sens large, qui est un segment qui devrait très clairement tirer son épingle du jeu. Ouais. Michael Nizar. Oui, alors peut-être un autre véhicule d'investissement qui me semble important pour 2026 pour rester finalement sur votre thématique de l'Europe, Bien sûr. qu'on rejoint tout à fait, c'est finalement la dette high yield, Oui. donc sur le marché du crédit européen. On a, je pense, une nouvelle année devant nous qui est plutôt bonne en fait. Quand vous regardez, je parlais tout à l'heure de la rémunération du risque, donc quand vous regardez finalement la performance ajustée de la volatilité, quand vous regardez la dette high yield en 2025, on fait à peu près entre 4 et 5% avec une volatilité de 2. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment un ratio qui est particulièrement intéressant. Bien sûr. Et il nous semble en fait que même si aujourd'hui les marges de crédit sont plutôt compressées et qu'il y a peut-être moins de gains de capital sur la partie finalement resserrement des spreads de crédit, on pense en fait que le yield et donc le taux de rendement actuariel est suffisamment intéressant pour aller encore chercher des opportunités sur le marché à yield européen. Sachant que aux États-Unis, vous avez vraiment une différence, c'est qu'en fait vous avez un gisement qui est un peu plus risqué, avec notamment des grades d'investissement simple B, double B, qui sont finalement plus importants que ce qu'on pourrait trouver sur le high yield européen, et donc finalement un gisement en Europe qui est plus résilient et mieux noté. Donc je pense aussi une belle opportunité pour une gestion sur ce segment-là, sur le marché obligataire. Ouais, puis un point intéressant sur le high yield, c'est très vrai, effectivement, les marges de crédit, donc les spreads, se sont comprimés. Mais quand on regarde la composition du marché high yield aujourd'hui versus il y a 10 ans, le gisement s'est très nettement amélioré en qualité. D'accord. Aujourd'hui, le double B est très largement majoritaire par rapport au reste des notations. Donc le gisement, effectivement, paye un peu moins bien qu'historiquement, mais pour une notation crédit qui, dans l'ensemble, s'est très largement améliorée. Donc on va quand même rester sur un positionnement plus prudent en allant sur la duration, donc relativement courte. Mais le high yield, effectivement, reste une solution d'investissement assez intéressante. Merci messieurs, on arrive au terme de cette discussion. Merci Nour Bendimered, directeur des investissements chez Ivesta Family Office. Merci également Michael Nizar, directeur des gestions multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à tous les deux et on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment protéger son portefeuille avec des ETF? Voilà la question qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Nous avons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et dirigeant de luxavi.fr. C'est vrai quand on anticipe des retournements de marché, quand on se questionne sur la tendance des marchés actuels, on peut se demander comment protéger son portefeuille. Il existe des ETF pour cela, Régis? Alors tout à fait. Je pense que c'est à plusieurs titres un bon moment de se poser la question. Évidemment, on peut parler de conditions de marché, mais également de psychologie de l'investisseur. Parce que jusqu'à présent, l'essentiel des ETF réplique un indice. D'accord? Il y a une symétrie entre la hausse et la baisse. C'est un miroir non déformant. Et il existe depuis peu, c'est encore embryonnaire en Europe, mais ça se développe très rapidement aux États-Unis, donc ça va se développer très rapidement en Europe dans quelques années, des ETF à résultat défini. ETF à résultat défini, c'est la version française. D'accord. Et quel est leur fonctionnement? Ils vont en fait déformer l'indice. D'accord. Le résultat de l'ETF va être une déformation de l'indice. De quelle manière? Tout simplement, on va abandonner une partie de la hausse. D'accord. On va caper la hausse. Si jamais il y a hausse sur l'indice. Si jamais il y a hausse. Bien sûr. C'est capé, c'est-à-dire que, imaginons un cap à 15%. Si on a entre 0 et 15 sur l'indice, on va faire l'indice. D'accord. Si on a au-dessus de 15%, on va faire 15%. On restera à 15, d'accord. Exactement. Mais cette perte de performance, c'est ce qu'on paye quelque part pour être protégé à la baisse. D'accord, on cape aussi la baisse. Et on a un floor au niveau de la baisse. C'est une des typologies de produits qu'on appelle des floors, justement. D'accord, ouais. On va dire, par exemple, en dessous de 5, je ne baisse plus. D'accord, je comprends. Donc ça ajoute moins de la dissymétrie et de la protection par rapport à un ETF classique. Moins de performance, mais protection à la baisse de l'indice avec cet ETF. Exactement. Il y a une autre typologie peut-être que je peux citer. Oui. Là, on vient de parler des floors. Bien sûr. C'est les ETF à coussin, c'est-à-dire que pour la hausse, le principe est le même, mais pour la baisse, on va dire par exemple, les 10 premiers pourcents, je ne baisse pas. D'accord.
D'accord ? Si l'indice fait moins 10, je reste à 0. Ok. Et puis ensuite, j'accompagne l'indice à la baisse, mais toujours avec ces 10 points d'avance sur la baisse. Et ça implique, j'imagine, comment est-ce qu'on est protégé effectivement avec un coussin, mais est-ce que de l'autre côté, ça veut dire qu'on vient grever la hausse également? C'est ça, la hausse pareil. C'est capé de la même manière. C'est juste une autre façon de protéger. D'accord. Quelle différence, Régis Jancovici, avec parce que ce que vous décrivez là me rappelle quand même étrangement les produits structurés. Étrangement. Quelle différence avec un produit structuré du coup? Alors, il y a quand même quelques avantages. Le premier avantage, c'est la structure ETF qui est plus transparente qu'un produit structuré, qui est infiniment moins coûteuse. D'accord. Alors, l'avantage d'un produit structuré, c'est qu'effectivement, il va pouvoir rémunérer le distributeur. C'est pas un gros mot de rémunérer un distributeur, hein. Bien sûr. C'est aucun problème, mais ça apporte un peu moins de transparence du coup. D'accord. Ce qu'on peut rajouter, c'est la liquidité, hein, puisque l'ETF va se traiter vraiment à tout moment de la journée avec des spreads resserrés. D'après mes études, c'est autour de 0,30. D'accord. Un produit structuré, c'est plutôt un bon pourcent, disons. Vous êtes dépendant de l'offre d'ETF. Vous n'allez pas créer un ETF sur mesure. Oui, bien sûr. Un produit structuré, un distributeur, un conseiller financier, une société de gestion peut faire créer un produit structuré sur mesure. Bien sûr. Une différence importante également, c'est que sur un produit structuré, vous avez un risque de crédit. Un produit structuré, c'est une dette. Donc adossé en général à une banque. Et un ETF, ce n'est pas une dette, c'est un fonds avec des actifs à l'intérieur. Bien sûr. Donc vous n'avez pas de risque de crédit. Donc en fait, aujourd'hui, on se sent plus riche, quelque part, d'outils qui peuvent protéger un portefeuille et répondre à la psychologie d'un client. Nos clients, faire l'indice, c'est pas le rêve en absolu. C'est-à-dire que si l'indice à la hausse fait 30 et qu'ils font 20, c'est pas grave. Mais si l'indice fait moins 30, on peut pas dire rouler des mécaniques en disant monsieur, on a fait moins 28. Bien sûr. Il faut effectivement avoir un ETF qui soit capable de protéger. Pour quel type d'investisseur, selon vous, tout le monde devrait avoir un ETF qui protège une partie du portefeuille, ou ça dépend vraiment des stratégies? Ça dépend vraiment des stratégies, absolument. Il faut que ça réponde d'abord à une psychologie de l'investisseur. Ensuite, à une configuration de marché. Et aujourd'hui, peut-être que c'est pas idiot de s'interroger si ça peut prendre la place. D'accord. Une précision également, il est important de le dire, ce sont des ETF avec une échéance. C'est-à-dire que la promesse n'est pas à tout moment. Elle est à l'échéance de la stratégie qui peut durer 1 an, qui peut durer 2 ans. À la fin de cette période-là, l'ETF ne disparaît pas. On atteint le résultat escompté et on repart pour une stratégie au sein de cet ETF. Merci. On essaye en 5 minutes, c'est compliqué. J'espère avoir été clair. Merci Régis Jancovici de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavi.fr. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.